Épisode du vendredi 1er septembre. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de F1 Podcast. Pour vous, au menu aujourd'hui, retour sur la journée de vendredi à Monza pour le Grand Prix d'Italie. Et comme à l'habitude, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Actualité, tout d'abord, la nouvelle est tombée hier matin. Fini les rumeurs, Lewis Hamilton demeure en Formule 1. Il a signé une extension de 2 ans avec l'écurie allemande Mercedes. La somme que Lewis Hamilton va réussir à gagner, c'est toujours un peu compliqué de trouver des montants reliés aux pilotes. Il y a des rumeurs un peu partout. Souvent, les montants aussi vont être en euros. Il y en a qui vont publier ça en dollars américains. Donc, pour vous donner une petite idée, Lewis Hamilton va avoir une augmentation de salaire, malgré qu'il aurait déjà rendu à 38 ans. Il va réussir à gagner 100 millions de dollars lors de ces 2 prochaines saisons-là. Donc, 50 millions par saison. C'est une légère augmentation versus ce qu'il gagnait la saison précédente ou même la saison en cours. Il va réussir à gagner plus que Max Verstappen en principe, parce que Max Verstappen a un salaire qui est basé beaucoup sur des bonus de performance. Donc l'année dernière, il avait réussi à gagner plus que Lewis Hamilton, parce qu'on s'en rappellera, il a gagné le championnat du monde, le championnat des constructeurs, il a gagné plusieurs grands prix, il en avait gagné plus d'une quinzaine. Donc à ce moment-là, ces bonus de performance qui sont reliés à son contrat lui ont permis de gagner, d'être le pilote qui a été le mieux rémunéré en Formule 1 lors de la saison 2022. Eh bien, ça pourrait changer la saison prochaine avec le montant que Lewis Hamilton a signé, mais comme c'est parti là, avec ce que Verstappen va gagner cette saison, on sait qu'il risque fort bien de regagner le championnat des constructeurs ainsi que le championnat des pilotes, plus les victoires, il y en a déjà plusieurs d'accumulés, les bonus de performance et tout ça, donc il devrait être encore le pilote le mieux payé cette saison, et ça sera à suivre l'année prochaine s'il y aura ajustement de salaire ou quoi que ce soit, mais pour l'instant, côté sur papier, on peut dire que Lewis Hamilton deviendra le pilote le mieux payé de la Formule 1 à compter de la saison prochaine, si jamais il n'y a pas les bonus de performance qui viennent changer un peu tout ça. Il y a aussi, du même coup, Mercedes, on a décidé d'annoncer qu'on avait aussi sécurisé les services de George Russell, l'autre Britannique, le coéquipier de Lewis, qui lui sera là aussi pour 2 saisons. Donc ça les emmène jusqu'à la fin 2025. Qu'est-ce qui arrive à la fin 2025? Eh bien, on change la réglementation en Formule 1. Donc, à compter de 2026, ça sera les nouveaux règlements. Donc, du côté de Mercedes, on a dit, on sécure nos pilotes, on ne se casse pas la tête jusqu'à 2026. On va garder le même duo, qui est probablement le meilleur duo en Formule 1. Moi, le duo Piastri puis Norris, je le trouve très très bon aussi. Je vous l'ai mentionné dans les derniers épisodes que selon moi, depuis les dernières courses, c'est McLaren qui a le meilleur duo de pilotes. On a aussi 2 pilotes très jeunes qui vont continuer de progresser en Lando Norris et Oscar Piastri. Donc ça va être à surveiller, mais on n'est pas très loin là. Si on n'est pas égal, ben on n'est pas très loin derrière du côté de Mercedes. On a un 7 fois champion du monde en Lewis Hamilton. On a un grand talent en George Russell, un jeune pilote. Donc, à ce moment-là, on est bon là, pour les prochaines années. Si jamais on finit par aller à la guerre puis être capable de compétitionner Red Bull, donc on aura un sérieux avantage dans notre duo de pilotes versus Max Verstappen qui fait pas mal tout le boulot tout seul depuis les dernières années. Là, Perez, il y a de la misère à suivre. Donc, si on arrive vraiment dans une vraie compétition du côté de Mercedes, bien, on est équipé de ce côté-là. On n'a peut-être pas la voiture, mais on a sûrement les 2 pilotes pour être capable de compétitionner un jour si jamais on en arrive là. Eh bien, l'autre nouvelle aussi, la nouvelle, ça devient redondant, c'est que Lewis Hamilton, a reçu les félicitations de tout le monde, on est bien content de le voir. Vous étiez même, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, m'ont demandé qu'est-ce que tu penses que Lewis demeure en Formule 1. Moi, je suis content parce que je pense que c'est bon pour le sport. Plus qu'on est capable d'avoir des champions du monde sur la grille, mieux que c'est pour le spectacle. J'étais déçu de voir Raikkonen partir il y a quelques saisons, j'étais déçu de voir Vettel partir, même si côté personnalité, Sébastien Vettel, il commençait à me taper sur le boulot, là, parce que on s'entend, là, il y avait toujours des commentaires contre la Formule 1, contre la pollution, contre le ça. Fait que si ça te tente plus d'être là, pis c'est si grave que ça, la Formule 1, va-t'en chez vous. Mais côté pilote en piste, on gagnait beaucoup pour le spectacle d'avoir un gars de la qualité de Sébastien Vettel pour compétitionner. Donc, ça fait une compétition plus relevée, tant qu'à emmener des pilotes comme Nikita Mazepin ou des gars comme ça, qui risquent de jamais devenir champion du monde. Ben, j'aime mieux garder des
gars comme Raikkonen, quand même qui ont 45-46 ans, je trouve que c'est meilleur pour le spectacle de voir des gars comme ça sur la grille que de voir des nouveaux jeunes pilotes qui ne sont pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement leur place dans la catégorie. Là, ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Les jeunes pilotes qui progressent en Formule 1, qui ont du talent, on veut l'en voir parce que c'est le progrès. Là. On a besoin de ça pour la Formule 1. Sauf que je compare que tant qu'avoir un gars comme Nicolas Latifi ou des gars comme ça qui n'ont pas vraiment leur place en Formule 1, j'aime mieux garder des vieux champions du monde, des gars comme justement Fernando Alonso cette année qui nous donne un grand spectacle, un gars comme Lewis Hamilton que s'il peut avoir une bonne voiture qui peut compétitionner justement contre Verstappen, contre Alonso. C'est aussi très très bon pour Max Verstappen de garder un gars comme Lewis parce que non seulement on sait ils ont une rivalité les deux ensemble, mais ça vient aussi donner d'encore plus de crédibilité à ce que Verstappen est en train d'accomplir, de réussir à gagner des championnats du monde en battant Lewis Hamilton. Ce que Lewis Hamilton n'a jamais réussi à accomplir dans le temps, parce qu'il n'a pas gagné des championnats du monde en se battant contre Michael Schumacher. Là. Il a régalisé son record, mais il n'a jamais gagné un championnat du monde avec Michael Schumacher sur la grille. Donc, d'avoir de gagner des championnats pendant que ces gars-là sont encore là, eh bien, ça vient grandir l'aura de Max Verstappen et ça vient aussi. C'est bon pour le spectacle, c'est bon pour tout. C'est toutes les bonnes raisons pourquoi je pense que Lewis Hamilton, c'est bon qu'on le garde en Formule 1. Sa personnalité, comme le prochain sujet où je vais en venir, ça, je peux m'en passer. Là, ses commentaires de vouloir souvent dénigrer les autres puis pour se remonter, je pense pas qu'il y a besoin de ça. Je pense qu'il y a des statistiques qui sont incroyables. Il a accompli des grandes choses dans le sport automobile, donc il n'y a pas besoin de tomber là-dedans. Je trouve que ça fait juste pâlir son étoile et sa réputation, mais ça a l'air d'être le domaine que Mercedes s'est lancé là, depuis quelques saisons, de vouloir jouer à dénigrer le sport et dénigrer ses adversaires. Donc, moi, je suis pas pour ça. Je pense que quand tu veux être reconnu comme l'un des plus grands de tous les temps, ben ça passe. T'es pas obligé de faire ça. Ça fait juste ternir ton image en bout de ligne. Pour de quoi je parle en ce moment, c'est que Lewis Hamilton a mentionné, après avoir signé son contrat, il est allé de déclaration que, selon lui, Max Verstappen n'a jamais vraiment eu de bons coéquipier, donc pour lui c'est dur d'évaluer s'il est vraiment bon, que contrairement à lui, Lewis Hamilton, lui a eu des bons coéquipiers, donc c'est une autre façon de lancer des flèches à son adversaire et d'enlever un peu de crédit. Est-ce que je suis en désaccord avec ce que Hamilton avance, que Max Verstappen a jamais eu des bons coéquipiers? Il y a un certain fond de vérité là-dedans, mais de dire qu'ils sont pas bons, non. Il faut quand même. Puis du même coup, quand Lewis Hamilton est allé dire ça, il montrait, c'est un peu un commentaire centré sur lui-même, mais peut-être qu'il s'en est même pas rendu compte, mais il vient d'insulter une bonne partie de la grille. Là. On insulte Daniel Ricciardo, on insulte Carlos Sainz, Alex Albon, qui nous montre que c'est pas un pied de céleri, Alex Albon, c'est un bon pilote en Formule 1. Il insulte Pierre Gasly. Fait que c'est tous des gars qui ont été coéquipiers de Verstappen. Et non seulement, il y a Perez aussi en ce moment qui passe dans le tordeur avec cette déclaration-là. Donc, je pense pas que c'est une bonne façon de faire. Si on regarde dans d'autres sports, des grands comme Wayne Gretzky, ils ne sont pas en train de dénigrer des gars comme Alexander Ovechkin qui sont en train de dominer. Il fait pas ça. Gordie Howe a pas fait ça dans le temps que Wayne Gretzky dominait. Donc, on n'est pas obligé de tomber là-dedans. Si Lewis Hamilton, s'il a le droit à son opinion, c'est sa personnalité à lui. Mais moi, c'est pas un gars que, quand on va dire là, que Lewis Hamilton est une très très bonne personne puis tout ça, c'est des déclarations comme ça qui me font mettre des grosses parenthèses entre le fait d'être une bonne personne. Et puis je dis pas que j'en veux pas tomber dans les chicanes Verstappen, Hamilton ou ces choses-là. Là. Moi je pense que même Verstappen aussi, lui aussi il a son caractère, il a sa façon, il peut dire des déclarations nécessairement qui vont pas toujours faire l'unanimité, sauf que lui ne prétend pas être une excellente personne et avoir le cœur sous la main, chose. Lui il sait que je suis comme ça, tu m'aimes pas. Sauf que Lewis Hamilton a tendance à vouloir faire croire à la planète entière qu'il est une personne exceptionnelle et que tout le monde devrait être plus comme lui. Puis après ça, il se retourne de bord puis il lance des couteaux un peu à tout le monde qui l'entoure sur la grille de départ. Donc, moi, j'aime pas ça. J'en avais parlé la semaine dernière que j'avais pas aimé les déclarations de Toto Wolff, j'ai pas aimé les déclarations de George Russell, mais c'est peut-être une façon pour Mercedes de rester dans l'action. On sait que Monza, on n'a pas l'air d'avoir une voiture qui va être très, très compétitive. On n'a toujours pas solutionné la W14. Donc, c'est une façon, on dirait, de rester dans les médias puis de faire parler de nous. Peut-être ça marche parce que
Ça fait 2 émissions que je parle d'eux puis je parle de leur déclaration. Mais c'est ça. Moi, j'aimerais ça qu'on passe à d'autres choses, qu'on arrête de discréditer les adversaires, qu'on joue propre. On n'a pas besoin de faire ça chez Mercedes. On est une équipe qui a gagné 8 championnats du monde, qu'on se relève les manches, qu'on travaille, puis qu'on ait prouvé à tout le monde par la bouche de nos canons que peut-être qu'ils sont pas si bons que ça, Red Bull, puis que Max Verstappen est peut-être pas si bon que ça. Mais allez jouer ça en piste. Arrêtez de jouer ça dans les médias en lançant des couteaux à tout le monde. Allez jouer ça en piste. Ça va être plus intéressant pour tout le monde. Ça va être intéressant pour les partisans, ça va être intéressant pour le spectacle, ça va être aussi intéressant pour l'affiche de Lewis Hamilton et Mercedes si on réussit à aller capturer ce fameux 8e championnat-là des pilotes. Donc, c'était tout ce que j'avais à dire pour Hamilton aujourd'hui. Les autres nouvelles dans le domaine de la Formule 1, eh bien, c'est la livrée et l'uniforme spécial de Ferrari. Donc, une SF23 qui rappelle la voiture championne des 24 heures du Mans un peu plus tôt cette année. Donc, c'est un beau clin d'œil. La voiture est super belle. On en avait parlé. Ça laisse place à l'humour aussi de dire, je pense pas que le problème, c'est la couleur. Je pense pas que le problème, c'est l'uniforme aussi, là. Je pense pas que l'équipe d'Arrow-Puy ou l'équipe de stratégie chez Ferrari va prendre des meilleures décisions parce qu'on a ajouté un peu de jaune sur leur uniforme et c'est la voiture. Mais en gros, côté clin d'œil à la télé, là, vraiment le côté visuel pour nous, c'est très intéressant. Elle est super belle, la Ferrari. Moi, je trouve ça toujours beau quand on ramène un peu de jaune. On sait que ça fait drôle à dire, là, pour tout le monde, la couleur Ferrari, c'est rouge, mais la vraie couleur Ferrari, c'est jaune. L'emblème Ferrari, là, qu'on peut voir là, sur les côtés, ou quand on achète une voiture de la marque, une voiture de route, là, c'est jaune, la couleur officielle de la marque. Donc, quand on en rajoute un peu plus sur les uniformes, tout ça, je trouve que c'est toujours beau. Donc, c'est réussi. Autant pour les combinaisons de course que la SF23, ça a été très, très bien réussi. Du côté de Alfa Romeo aussi, on est allé d'une livrée spéciale qui est venue un peu voler la vedette à celle de la Ferrari parce qu'elle est vraiment sublime. Elle est très, très belle. La C43 d'Alfa Romeo, on sait que c'est une marque italienne. Oui, Sauber est basé en Suisse, mais quand même, le manufacturier Alfa Romeo, c'est un manufacturier italien. Donc, on en profite. On lance un petit clin d'œil. On rappelle aussi, c'est la voiture, la Stradale, là, donc, qui est une voiture mythique. Donc, c'est un petit clin d'œil qu'on fait avec cette voiture-là. On a mis le drapeau de l'Italie. On a mis aussi un peu de or sur le côté de la voiture, sur les enjoliveurs aussi, sur les côtés, dans les pneus. Donc, c'est beau, c'est très, très bien réussi. On vous demandait cette semaine sur notre page Facebook, c'est votre opinion sur cette livrée-là et vous étiez pas mal unanime à trouver que cette livrée-là était très, très bien réussie. Moi, j'ai proposé que même Alfa Romeo devrait la garder à temps plein, car je trouve ça plus beau que celle qu'on nous propose habituellement. Il y en avait parmi vous qui disaient non, juste une fois, édition spéciale, c'est une bonne opinion aussi parce que ça garde justement le cachet plus spécial de cette livrée-là si on la roule seulement une fois à Monza. Mais vous allez pouvoir vous allez la différencier sur le circuit. Elle a le gros drapeau italien, donc elle n'a pas les deux côtés de la voiture identique parce que vous en doutez bien, pour avoir le drapeau italien dans le bon sens, on a inversé les couleurs d'un côté versus l'autre côté de la voiture. Donc c'est très très beau. Vous jetterez un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas vu sur notre page Facebook. Selon moi, vous allez trouver ça très beau. C'est ce qui conclut l'actualité dans le monde de la Formule 1 pour cette semaine. Maintenant, passons aux séances d'essai libre du vendredi à Monza. Le dernier week-end en Europe de la saison, et oui, c'est déjà la fin. On va conclure le calendrier européen pour la Formule 1. Après ça, on va aller se promener un peu partout. On va aller à Singapour pour ensuite s'en venir aux États-Unis. On a 2 autres Grands Prix qui vont s'en venir en sol américain, donc avec le Grand Prix de Vegas ainsi que celui de Austin plus tard. Les deux, dans le fond, c'est Vegas qui va être plus tard dans la saison, qui va être au mois de novembre, qui va être l'avant-dernier Grand Prix. Il y a bien sûr le Brésil, le Mexique. Donc, c'est fini pour l'Europe. On va conclure ça à Monza. C'est aussi le premier Grand Prix depuis Miami qu'on va rouler dans le sec. On a eu des intempéries, là, la météo s'est mis de la partie dans tous les week-ends depuis Miami. Donc, Miami, on était correct, on avait roulé dans le sec, mais depuis ce temps-là, à tous les week-ends, on a eu quelque chose. C'est venu mettre de l'action, vous allez me dire, ça met du piquant quand on réussit à avoir la température qui vient jouer un peu de la partie, là, venir ajouter le coefficient de difficulté pour un week-end de course. Eh bien, ce week-end-ci, là,
s'il n'y a pas d'erreur dans les prévisions météo, on devrait s'en tirer entièrement dans le sec pour les 3 jours. Il y avait un petit risque pour le vendredi après-midi, mais on n'en a pas eu de pluie finalement. Donc, tout devrait être beau. Donc, c'est le premier week-end depuis longtemps, là, depuis déjà le mois de mai, qu'on n'a pas eu ça. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Il y a aussi le fameux format de qualification qu'on met à l'essai depuis le début de la saison. Même si on ne l'a pas vraiment vu à l'essai encore, parce que c'était prévu pour Imola. Imola a été cancellé, vous en rappelez, grâce avec toutes les inondations qu'il y avait eu. On avait mis fin à ce Grand Prix-là. Ensuite, il y a eu à Hongrie, mais Hongrie, la pluie est tombée. Donc, les voitures ont commencé avec les pneus intermédiaires et ensuite, le règlement ne tenait plus. On n'obligeait pas, parce que dans le nouveau format de qualification, ce qu'on fait, c'est qu'on oblige les écuries à rouler en Q1 avec la gomme dure. En Q2, on les oblige à prendre la gomme médium. Et en Q3, pour les voitures, les 10 voitures qui réussissent à rester en vie pour cette catégorie, pour cette dernière séance-là, eh bien, à ce moment-là, on les oblige à prendre la gomme tendre. Là, c'est vraiment pour la première fois, comme je dis, ça va être dans le sec. Donc, on risque de vraiment voir la formule de A à Z, vraiment pouvoir en tirer une opinion. A priori, j'avais déjà mentionné, moi, je suis pas nécessairement... j'aime pas nécessairement ça, mais je laisse la chance aux coureurs. Là. Je vais voir, vous savez, moi je suis un puriste, je suis assez conservateur dans mes choses, mais je suis ouvert d'esprit. Je suis prêt à laisser une chance, voir qu'est-ce que ça va donner. Sauf qu'à la base, pour moi, les qualifications, on augmente les prix des billets cette journée-là, le samedi. C'est plus cher que le vendredi. Donc, pour les partisans qui sont sur place, ce qui est intéressant des qualifications, c'est de voir les voitures rouler au maximum. On veut voir les pilotes aller chercher le maximum de la voiture. C'est cette journée-là que les voitures roulent le plus vite. Alors, c'est intéressant pour les gens qui achètent des billets le samedi de voir les voitures aller vraiment au plus vite, les pilotes aller soutirer le meilleur des performances d'une Formule 1, vraiment la faire travailler le plus possible. Et ça, pour faire ça, ça prend les gommes tendres. Donc, si on fait juste rouler en gomme tendre lors des derniers essais, donc on voit pas toutes les voitures soutirer le maximum. Donc, ça, pour moi, personnellement, ça me prive un peu du spectacle que j'aime de cette journée-là de qualification. Mais on laisse la chance aux coureurs. Ce qu'on veut faire, c'est réduire l'empreinte écologique sur la Formule 1. On veut traîner moins de trains de pneus lors d'un week-end. Pirelli doit emmener excessivement de pneus pour un week-end complet. Donc, on va essayer d'éliminer des trains. Donc, en faisant ça, supposément qu'on est capable d'en sauver, on réduit l'empreinte écologique. On sait qu'on veut s'en aller vers le zéro carbone en Formule 1 d'ici 2026. Donc, on veut vraiment mettre l'empreinte écologique à zéro, ce qui est une grosse tâche dans le domaine. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible et ça serait une des solutions qu'on aurait trouvées. Je suis d'accord avec l'idée de Lewis Hamilton d'il y a quelques semaines, quand son opinion qu'il avait souligné, il est allé dire, moi, s'ils veulent couper, je couperais dans les pneus de super pluie parce qu'on les a plus besoin. Fait que les pneus, les full wet qu'on appelle en anglais, là, on le sait, on les sort plus ces pneus-là. On roule juste en intermédiaire, puis aussitôt qu'il pleut trop, on appelle un drapeau rouge, puis on demande aux pilotes de ramener la voiture dans les pluies. Donc c'est vrai que si on veut vraiment couper, on pourrait arrêter de traîner ces trains de pneus-là ou traîner un peu moins de gomme intermédiaire qu'on emmène beaucoup dans un week-end. Donc moi j'aimais sa proposition, tant qu'à couper dans des pneus de la gomme tendre ou les pneus médiums ou les pneus hard qu'on utilise le plus possible, qu'on coupe plutôt dans ces pneus-là. Donc j'étais d'accord, très bonne idée. Très bonne opinion de Lewis Hamilton dans ce domaine-là. Pour les mises à jour du week-end, eh bien c'est fort simple. Là, je vous répète encore, vous savez, comment qu'on fait pour avoir les mises à jour d'un week-end pour chaque voiture? Eh bien, on se rend sur la page Facebook du F1 Podcast à tous les vendredis, environ sur l'heure du dîner, là, plus ou moins. C'est à peu près là qu'on les met. Là, vous allez un texte, puis vous êtes capable de voir pour chaque écurie, c'est quoi qu'on a apporté pour le week-end. Savoir, pour pas avoir de surprise la journée de samedi ou la journée de dimanche. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, cette écurie-là est rendue si vite que ça? Non, vous l'avez lu le vendredi. Vous avez vu sur F1 Podcast que McLaren, comme par exemple, McLaren est parmi les 2 écuries qui a apporté le plus d'amélioration, le plus de mise à jour pour Monza. Donc, ça va être intéressant de voir. On veut continuer sur notre lancée, garder le momentum. On sait depuis le Grand Prix d'Autriche, on est vraiment revenu en force, McLaren. C'est le retour de l'année en 2023 chez les écuries. Donc, l'équipe Orange Papaye, on a apporté beaucoup d'améliorations. Si vous voulez les voir en détail, eh bien, où est-ce qu'on se rend? On se rend sur la page Facebook de F1 Podcast. La deuxième écurie qui a apporté le plus d'améliorations, eh bien, c'est AlphaTauri. La deuxième écurie qui est à domicile pour le week-end. AlphaTauri, on le sait, oui, c'est la petite sœur de Red Bull, mais l'usine est basée
En Italie, on avait racheté l'écurie Minardi dans le temps, donc c'est pour ça, on n'a jamais déménagé les installations, donc on est toujours là. Donc pour ce Grand Prix à domicile-là, on tente toujours de rattraper notre saison. On sait qu'il est trop tard, là, je suis pas naïf. AlphaTauri ne rattrapera pas vraiment sa saison, mais on continue de développer la voiture, essayer de soutirer le meilleur, essayer de réduire l'humiliation le plus possible qu'on est en train de subir dans cette saison 2023. Donc ça va être intéressant de voir si AlphaTauri a vraiment réussi à aller chercher des meilleures améliorations pour ce week-end-là. L'écrit As, qu'est-ce qu'on a apporté pour le week-end? Eh bien, cherchez pas trop longtemps, la liste, il n'y a rien dessus. Parce qu'on n'a rien apporté chez As. On est la seule écurie qui a décidé que nous, on n'a pas besoin de ça. Fait que, faut croire que As, ça va bien là-bas. On voyage, on dit qu'on est une écurie de Formule 1, on met pas trop d'argent, puis on récolte une partie des profits, puis ça, pas de problème, ça va bien. Gunther Steiner a sorti un livre cette année, donc ça va bien chez Az. Il n'y a pas besoin d'emmener d'autres choses. En 2023, il n'y a rien qui cloche. Moi, je trouve ça un peu malheureux. Je dis pas qu'on était obligé d'apporter quelque chose, mais il me semble que on a 145 millions à dépenser dans une saison de Formule 1. On s'est battu pour avoir une équité de budget pour supposément que ben oui, pas supposément, parce que oui, ça créait un gros gap entre les grandes écuries riches et les plus petites, mais là, si les écuries plus petites ne sont même pas capables de dépenser 145 millions, ben on sera jamais compétitif. Puis ce qui va arriver, c'est que si on dépense pas toujours notre 145 millions, je t'attends qu'on ait des changements de réglementation, ben on va juste continuer de prendre du retard et puis cet écart-là va se creuser, puis à longue, ben on va être de moins en moins compétitif, puis ça va revenir comme avant, on va finir 2-3 tours de retard à la fin d'un Grand Prix. Donc c'est pas intéressant pour les gens. Je trouve qu'on est un peu en train de devenir, comparaison au hockey encore, vous me pardonnerez, mais on est un peu en train de devenir les Coyotes de l'Arizona dans le monde de la Formule 1. Donc on est content de participer, on veut pas trop gagner, on veut dépenser le moins d'argent possible, puis à la fin de l'année, on espère avoir juste notre part de la tarte pour se mettre un peu d'argent dans les poches puis être content. Puis le résultat, ben, on est content de dire, nous, on appartient à une ligue majeure. Ben, c'est ça. C'est un peu ça qu'on se contente chez Az. Pour les autres écuries, ben, vous l'aurez deviné, j'ai dit qu'il y a seulement Az qui a rien apporté. Donc, Red Bull, Mercedes et compagnie, on a tout emmené quelque chose. Plusieurs d'entre elles ont apporté seulement des améliorations, mais juste pour mieux soutirer de la performance pour un Grand Prix comme Monza. Donc, c'est beaucoup des questions de limiter l'appui. On sait le Monza depuis des années. On n'a pas besoin de beaucoup d'appui aérodynamique là. On a des grandes lignes droites. Donc, on veut percer le vent le plus possible, que ça soit le plus facile, renlever la traînée. Donc, c'est pas mal des petites améliorations comme ça qu'on a apporté pour le reste des écuries. À part McLaren et AlphaTauri qu'on a apporté vraiment des améliorations majeures pour le week-end. Eh bien, la séance d'essai libre, la première du matin, qu'est-ce qu'on fait avec? Bon, on la prend, on la roule, on la met au vidange. C'est pas mal ça qui s'est passé. Il y a Max Verstappen qui a signé le meilleur temps, mais le reste, c'est pas vraiment significatif. Il y a tellement d'essais. Et puis, c'est encore plus vrai dans un week-end où on a ce format de qualification-là, parce qu'il faut vraiment qu'on roule toutes les trains de pneus pour être prêt pour la journée de samedi. Donc, pendant qu'il y en a un qui roule en médium, l'autre est sur les gommes dures, il y en a un qui inscrit des temps sur les gommes tentes. On roule tellement des programmes qui sont différents. Ça vient vraiment compacter cette journée-là du vendredi pour le nombre d'essais. Donc, c'est très, très dur d'en tirer des conclusions. Donc, on saute tout de suite à la séance d'essai libre de l'après-midi, qui est normalement plus rotative parce qu'on l'a fait au même moment de la journée où les qualifications vont avoir lieu. Aussi, normalement, c'est là qu'on va aller mettre le paquet. Le matin, on fait les petits réglages entre les deux séances. L'après-midi, on se présente avec vraiment le plus proche de ce qu'on veut pour la journée de samedi. Donc, c'est plus représentatif à ce moment-là. Qui a signé le meilleur temps? Bonne nouvelle pour les tifosi. Bonne nouvelle pour les partisans Ferrari. Eh bien, c'est Carlos Sainz qui a signé le meilleur temps de la journée là-bas. Donc, très bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour le spectacle aussi. Vous allez voir, on risque d'avoir encore une fois, je sais que je me répète à chaque vendredi, je suis toujours optimiste, mais c'est vrai qu'on a des bons spectacles en qualification. Oui, Max Verstappen, c'est encore lui le favori pour signer la pole, mais à côté, là, on met un nom dans le chapeau, on brasse ça, puis n'importe qui peut aller deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, on peut même aller jusqu'à dixième. On avait 6 voitures d'écuries différentes dans le top 10 aux Pays-Bas. Donc ça, c'est intéressant. C'est ça qu'on veut voir. Tout le monde a une chance. C'est de vraiment, aux pilotes, d'aller chercher le meilleur temps, aux écuries de mettre les meilleurs réglages, et puis c'est à portée de main là, d'aller chercher des bonnes positions dans la journée du samedi. Donc Norris deuxième, on continue sur notre élan, on avait l'air compétitif. On sait que dans les dernières saisons à Monza, les McLaren normalement ils étaient bonnes. On se rappellera la dernière victoire de Daniel Ricciardo en Formule 1, sa seule chez McLaren, la seule de McLaren depuis les dernières années. Elle est survenue à Monza avec Daniel Ricciardo. Donc, c'est une voiture qui peut prendre vie là-bas. Ça peut être assez intéressant de les voir. Après ça, Sergio Perez, troisième. Vous avez dit quoi? Ben oui, Sergio Perez, troisième. Il a réussi à aller chercher, aller être compétitif
Pas beaucoup de virages rapides à Monza, à part la Parabolica, là, c'est assez rapide, ça. Le reste, mais c'est beaucoup de lignes droites, tout ça. Donc, ça l'a favorisé. Il a été très compétitif. Puis là, quand je vous dis beaucoup de virages rapides, il y a juste la Parabolica, eh bien, c'est en plein là qui est allé mettre sa voiture dans le mur en fin de séance numéro 2. Donc, c'était une belle journée. Il était à l'avant de Max Verstappen. On a aussi pratiqué, on a pu assister aujourd'hui, là, soyez pas surpris, on dit en anglais un tow, pratiquer le tow. Donc, c'est de suivre une voiture pour que la voiture en avant nous coupe la restriction d'air et ça nous permet d'aller plus vite. Donc, l'aspiration. On a pratiqué le phénomène de l'aspiration aujourd'hui. Parmi tous les écuries, on pratiquait ça entre coéquipiers. On va en avoir besoin demain parce que si une écurie décide de le faire, eh bien, puis on le fait pas, on peut aller chercher 1 dixième à 2 dixièmes plus rapide en faisant ça. Donc, c'est important, surtout, comme je vous dis, sur un circuit comme l'Italie avec des grandes lignes droites. C'est d'autant plus vrai, là, on est capable d'aller vraiment chercher de faire baisser les temps drastiquement en faisant ce principe-là, en travaillant en équipe. Donc, on l'a pratiqué aujourd'hui. Verstappen l'a pratiqué avec Perez. C'est lui qui tirait Perez. Ensuite, c'est Perez qui tirait Verstappen. Là, cette fois-là, ça a un peu mal donné. Ça a donné que comme on essayait de faire 2 tours, ben Verstappen a eu du trafic. Donc, il n'a pu faire que le 5e temps aujourd'hui. Mais là, commencez pas à aller acheter vos billets de loto puis penser que Verstappen ne sera pas dans la bagarre pour avoir cette main. Il va y être. Vous allez voir, là, oui, il y a eu le trafic aujourd'hui, mais la Red Bull est encore la voiture la plus rapide. Ça va être intéressant à suivre demain. Perez aussi, on voulait le voir là. Je t'attends qu'il frappe le mur en fin de séance. C'est un peu malheureux pour lui. Il a vraiment, en plus, il a fait sa voiture a pivoté dans le bac à gravier, donc c'est jamais bon pour le plancher d'une F1, donc ça serait pas surprenant qu'on ait beaucoup de travail à faire sous la voiture ce soir pour l'écurie Red Bull pour remettre ça sur pied. Quand je dis que c'est malheureux, c'est que c'était un bon départ, c'était une façon pour lui de prendre la confiance, de faire un bon temps, aussi côté sur papier, d'être devant Verstappen, de faire le plein de confiance pour Perez, puis tu finis avec un gros dérapage dans la Parabolica en fin de chose. Ça va être à surveiller comment que ça va l'avoir affecté pour sa confiance pour la journée de demain. Piastri, lui, était entre les deux Red Bull, 4e. On sait, l'autre McLaren, des bons résultats. Leclerc, 6e. Albon, chez la Williams, on veut beaucoup, hein. Chez Williams, on dit que on pense être capable d'aller chercher un de nos meilleurs résultats de la saison. C'est ce qu'on vise à Monza pour le week-end. Donc, ça va être intéressant de suivre. 7e pour Albon. 8e pour Alonso, Aston Martin. Moi, c'était ma prédiction. J'en avais discuté avec vous sur la page Facebook, justement, que je pense que ça va être intéressant de voir Aston Martin lors du week-end, parce que je pense que ça risque d'être un week-end difficile. Donc, le problème depuis le début de la saison, dans la AMR 23, c'est la traînée. Et la traînée, c'est l'ennemi qu'on a sur un circuit comme Monza. On a fait beaucoup d'améliorations depuis le Grand Prix du Canada pour résoudre ce problème-là. Et là, ça va être le temps d'évaluer est-ce qu'on l'a réglé le problème ou c'est encore le déficit de la AMR 23, la traînée. Donc, soyez pas complètement déçus là, si Aston Martin ne réussit pas à faire des résultats aussi bons qu'aux Pays-Bas dans ce week-end-là. Donc, tout ce qu'on va prendre là, aux alentours de la 5e, 6e place, ça pourrait être très satisfaisant pour l'équipe. C'est peut-être le maximum qu'on va être capable d'aller chercher, mais on peut être surpris. C'est vraiment là qu'on va le voir. Si on est capable d'être compétitif lors du week-end, on va pouvoir dire attention à la AMR 23, donc on est en train de mettre les problèmes de traînée derrière nous, donc on s'en va vers la bonne voie. Ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. Russell, 9e. Chez Mercedes, là, on joue la comédie le vendredi, on le sait. Puis en plus, on essaye toujours, on l'expliquait la semaine dernière, 2 voitures, c'est une voiture neuve, on a beaucoup de nouvelles options. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec 2 réglages complètement différents le vendredi du côté de Russell, du côté d'Hamilton. C'est vrai chez tous les écuries, là, c'est pas juste Mercedes qui fait ça, là. Tous les écuries essayent souvent de faire des études à 2 voitures, mais on dirait que c'est d'autant plus vrai chez Mercedes parce qu'on voit toujours des gros écarts entre les 2 voitures chaque journée du vendredi. Donc Russell 9e, on s'est plaint là. Encore là, il faut faire attention, on est des bons acteurs. On dit, si on réussit à survivre puis se rendre en Q1, on va être satisfait. C'est ce qu'on nous a dit dans les médias, mais on prend un petit grain de sel. Là, ça se pourrait qu'on les retrouve facilement en Q1 aussi, mais ça se pourrait aussi que c'est vrai qu'on a des problèmes avec les grandes lignes droites puis tout ça, puis qu'on ait vraiment de la difficulté à atteindre Q1. Hülkenberg, 10e, pas si pire pour une Haas qui a rien apporté comme amélioration. Magnussen, 11e. Bottas en vacances, 12e. Gasly, 13e. Tsunoda, 14e. Ocon, 15e. Aussi à prévoir. Là. Moi, j'ai lu des papiers, des rapports qui disaient que Alpine devrait avoir un bon week-end à Monza.
ça serait une mauvaise nouvelle pour l'écurie parce que ce qui se passe dans les coulisses en ce moment chez l'écurie française, on essaie de changer la réglementation, d'avoir un allègement de la part de la FIA qui doit passer par les 9 autres écuries. On veut pouvoir ouvrir le moteur, ce qui est complètement défendu jusqu'en 2026, pour régler un déficit qu'on a dans le moteur Renault. Donc, on dit supposément qu'on a jusqu'à 30 HP de moins que les autres écuries. Je pense qu'on pousse un peu fort, mais c'est ce qu'on essaie de mentionner. Du côté de Frédéric Vasseur, Ferrari lui a dit qu'il y a beaucoup de misère à croire ça. Donc, les autres écuries ne veulent pas donner cet allègement-là à l'écurie française pour qu'on ouvre le moteur. Fait que si jamais à Monza, on réussit à être compétitif, un circuit qui est entièrement un circuit de moteur, vraiment, c'est pure performance. Si on réussit à avoir un week-end compétitif là-bas, ben là, ça va être un peu difficile d'aller vendre notre point, de dire non, nous, on a un problème, on a un déficit, ça nous prend l'allègement, il faut qu'on puisse ouvrir le moteur. Donc, en 15e position, je trouve que c'est plus probable de voir Alpine avoir des difficultés si c'est vrai que le moteur a un déficit, comme on le dit, de la part de Alpine. Donc, Sargent qui se remet, pauvre lui, ça l'a vraiment bouleversé ce dérapage-là aux Pays-Bas. Donc, il se remet de ça, 16e. 17e, Hamilton, quand on vous disait que c'était pas facile du côté Mercedes, mais c'est un peu ça. Lawson, 18e. Bravo Lawson. Encore là, au moins il n'est pas dernier. Il apprend. Pour une fois, il a une chance de faire des essais libres avant sa journée de samedi. Donc, c'est un week-end un peu moins rock'n'roll que ce qu'il a connu le week-end dernier. Sauf que des fois, ça peut faire le contraire. Quand on lui a dit, saute dans la voiture, fais ci, fais ça, mais des fois, t'as pas le temps d'y penser et t'as pas le stress qui embarque. Là, il y a eu une semaine pour penser qu'il allait avoir ce week-end à Monza. Fait que ça se peut que le stress s'omette la partie, donc ça va être à surveiller. Est-ce que Liam Lawson va être capable de connaître un bon week-end? Joe, 19e, et puis Stroll, dernier, il y a eu des problèmes avec sa boîte d'embrayage. Donc, il était pris en 8e vitesse, ce qui n'est pas l'idéal là, sur une Formule 1. Donc, il était pris sur sa 8e vitesse. Il était plus capable de désembrayer, de descendre des vitesses. Donc, à ce moment-là, il a été obligé de garer sa Aston Martin sur le côté. Ensuite, on a dit que ça pouvait être peut-être des problèmes hydrauliques. On a parlé de d'autres sortes de problèmes. En tout cas, fait que tout ça pour dire, on a eu la voiture chez Aston Martin, puis on est obligé de tout commencer à démonter ça. On n'a pas été capable de renvoyer la voiture en piste. Donc, c'est une journée, une deuxième séance gâchée pour Lance Stroll, ce qui est un peu malheureux. On sait que Lance Stroll, là, il a ses défauts, il fait ses erreurs, mais en plus de ça, il y a aussi la malchance des fois qu'il vient le frapper. Donc, quand il fait pas une erreur, c'est autre chose qui lui arrive. Donc, 20e pour lui aujourd'hui. Il n'a pas réussi à récolter les données qu'on voulait avoir pour l'écurie basée à Silverstone. Donc, c'est ce qui résume la journée de vendredi en Italie. J'espère que demain, on va avoir, comme je vous dis, moi, arriver devant votre téléviseur, j'ai vraiment l'impression qu'on va avoir un bon spectacle, arriver tôt pour ne rien manquer de la Q3, Q2 ou Q1. C'est sûr que aussi, je vous conseille de peut-être programmer si vous n'êtes pas capable de l'écouter, mais c'est une bonne heure d'écoute là, quand même. Là. Fait que ne manquez pas ça. Je pense qu'on va avoir un bon spectacle. Monza, c'est un circuit iconique, donc de voir normalement on a droit à des bonnes courses là-bas, des bonnes compétitions. C'est juste de voir les voitures rouler sur ce circuit-là, c'est impressionnant. Donc je vous conseille de ne pas manquer ça. Ça risque d'être fort intéressant. Et sinon, je nous le souhaite du moins qu'on ait un très très bon week-end de course pour avoir une bonne compétition relevée et qui sait peut-être une McLaren qui s'élance premier et qui nous donnerait un spectacle de voir Verstappen aller remonter le peloton pour essayer d'aller soutirer cette victoire-là. Donc, je vous souhaite un bon week-end. C'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui d'F1 Podcast. Merci de nous avoir fait confiance. Notre prochain rendez-vous sera lundi. Ce sera le retour sur le Grand Prix d'Italie. D'ici là, je vous souhaite un super bon week-end et surtout une très bonne course.